Alors après avoir étudié les poumons, on va s'intéresser aux poissons. Le poisson respire-t-il et si oui, avec quels organes respiratoires? Là aussi, il est très intéressant de recueillir les représentations initiales des élèves. Pour certains élèves, le poisson fait des bulles, il remonte à la surface, donc ils confondent également poisson, on va utiliser ce terme-là, et tout ce qui est mammifères marins et cétacés qui, eux, effectivement, ont des poumons et vont prélever le dioxygène à la surface. Donc, comment étudier la respiration du poisson? Pour l'étudier, autant commencer à regarder et à observer s'il y a des mouvements respiratoires visibles au niveau du poisson. Donc, pour cette expérience, on va prendre un poisson qu'on va mettre dans un récipient de taille réduite pour qu'il ne nage pas, sinon on n'observerait pas le phénomène. On va mettre un colorant non toxique au niveau de la bouche de l'animal et on va voir ressortir, derrière l'opercule ici, au niveau de l'ouïe, on va voir ressortir le liquide qui aura été mis devant sa bouche. Donc, on va refaire la manipulation pour la rendre bien visible et regardez bien en partie haute là, on voit le liquide ressortir. Je profite rapidement pour vous dire que jamais au grand jamais, que ce soit de la maternelle jusqu'au lycée et même après, on ne blesse un animal, ou on ne tue un animal, ou on met un animal en danger pour faire la moindre démonstration devant un élève. Ça serait une faute. Ça serait une faute. Donc, maintenant qu'on a vu qu'il existait un mouvement de liquide de la bouche vers l'ouïe du poisson, on va essayer de voir d'un peu plus près ce qui s'y déroule. Donc, à partir de l'ensemble des documents que je vais vous présenter maintenant, je vous demande de prendre le temps d'identifier les conditions physiques de l'eau qui vont pouvoir influer sur la teneur en dioxygène de l'eau. L'agitation, la température de l'eau, d'autres facteurs peuvent-ils influer sur la teneur en dioxygène de l'eau? Deuxième point, on va essayer d'identifier la nature des échanges gazeux que le poisson va réaliser avec son milieu de vie, en l'occurrence l'eau. Donc, première expérience, nous avons ici un poisson dans un bocal, un oxymètre, vous commencez à être habitué. Et premier point, là, on va parler un petit peu d'expérience témoin. On en reparlera principalement dans le module numéro 3. Mais cette expérience seule ne me permettrait de faire aucune conclusion. Quand on fait une expérience, il faut toujours un dispositif expérimental avec l'élément que l'on veut tester, en l'occurrence la présence du poisson, et un autre dispositif avec qu'une seule différence pour pouvoir interpréter. En l'occurrence, ça serait exactement le même dispositif, mais sans le poisson. De telle sorte que toutes les différences de résultats que l'on peut observer entre les deux dispositifs est forcément due à la présence du poisson et pas à un autre phénomène. Donc je vous laisse regarder les courbes obtenues. Expérience témoin ici, en l'absence de poisson. Et là, donc, l'axe vertical, teneur en dioxygène, l'axe horizontal, le temps en minutes. Et là, on a une deuxième courbe en présence du poisson. On a également ici une autre mesure qui a été faite, un autre test qui a été fait. Le montage expérimental en présence du poisson, si on rajoute de l'eau de chaux après l'expérience, on voit que l'eau de chaux se trouble, alors que si l'enceinte ne contenait pas de poisson, l'eau de chaux reste claire. À vous d'identifier les échanges gazeux. Deuxième expérience, on a deux dispositifs qui sont là encore complètement identiques. Un oxymètre qui va mesurer la quantité de dioxygène présente en eau. Sur la photo de gauche, absence d'agitation. Sur la photo de droite, avec l'agitation. L'oxymètre donne ici une valeur de 10,1 et dans la photo de droite de 11,3. Cette courbe maintenant qui vous donne l'axe vertical, la teneur en dioxygène de l'eau, axe horizontal, la température, qui est croissante ici, donc de 0 à 26 degrés. Je vous laisse étudier l'évolution de la courbe. Donc, en conclusion, un petit point sur l'appareil respiratoire du poisson qu'on va aller disséquer pour le découvrir. Observation externe de l'animal et de la circulation de l'eau. On repère dans un premier temps la position des branchies sous les opercules. Puis l'on glisse une sonde cannelée afin de matérialiser le passage de l'eau qui entre par la bouche et ressort par l'ouïe.
dissection et observation d'un arc branchial. Pour débuter la dissection, on soulève l'opercule à l'aide de la pince fine, pour le découper à l'aide des ciseaux forts. On soulève les branchies avec la pince fine pour les dénombrer. On saisit le premier arc branchial en utilisant la pince pour le sectionner à ses deux extrémités avec les ciseaux fins. On prélève un tronçon d'arc branchial à l'aide du scalpel. Tronçon d'arc branchial que l'on dépose dans un verre de montre pour l'observer à la loupe binoculaire. Sous la loupe, on remarque que l'arc branchial est formé de deux lames branchiales au travers desquelles on observe la couleur rouge du sang. Observation d'un filament branchial. On récupère quelques filaments branchiaux que l'on monte dans une goutte d'eau entre lame et lamelle. Au microscope au moyen grossissement, le filament branchial apparaît recouvert de replis, que l'on nomme lamelle branchiale. Donc vous venez d'observer la structure de la branchie, un petit résumé rapide, le courant d'eau de la bouche vers l'opercule. On voit que sous les opercules, on a des branchies, chaque branchie est constituée de deux lames. On observe la présence de filaments branchiales et quand on descend jusqu'aux lamelles, on voit que au contact des lamelles branchiales, on va avoir le passage ici d'eau et une zone qui va être très richement vascularisée avec énormément de capillaires sanguins. Donc l'appareil respiratoire du poisson est fait pour prélever le dioxygène présent dans l'eau et pour rejeter le dioxyde de carbone dans l'eau. Donc on va essayer de généraliser un peu ce qu'on vient de se dire sur la respiration. Tout d'abord, respirer dans l'air. L'air est invisible, inodore et incolore, et pourtant, il est partout. Il est composé à 80% d'azote, 20% de dioxygène et 0,3% de dioxyde de carbone. Essayons de découvrir comment l'air est utilisé dans la respiration. Prenons une grenouille, un criquet, un escargot, enfin n'importe quel être vivant, et plaçons-le sous une cloche. Grâce à un oxymètre, on va pouvoir mesurer que la quantité de dioxygène présent sous la cloche décroît. Si on ajoute un bécher contenant de l'eau de chaux, elle se trouble, ce qui est le signe que la quantité de dioxyde de carbone augmente. Moins de dioxygène, plus de dioxyde de carbone, tout ça, c'est la faute de l'escargot. Pour valider l'expérience, recommençons avec une calculatrice, une paire de lunettes, une chaussure, enfin n'importe quelle chose non vivante. On constate que l'oxymètre et l'eau de chaux indiquent qu'il n'y a pas de variation de la quantité de gaz. C'est la preuve que l'expérience mesure bien les effets de la respiration de l'escargot. Mais tous les êtres vivants ne respirent pas de la même façon. Chez l'escargot, on trouve un orifice qui s'ouvre et se ferme au rythme de la respiration. D'ordinaire, on ne le voit pas, il est caché sous sa coquille, comme ses poumons qui se gonflent et se dégonflent. Encore plus original, chez certains insectes, il y a de nombreux orifices respiratoires. Ici, ce sont les stigmates qui laissent passer l'air. À l'intérieur, on peut voir le circuit de l'air qui passe dans des tuyaux, les trachées. L'air arrive ensuite dans les sacs aériens, qui remplissent la même fonction que les poumons. Les animaux qui vivent dans l'air ont ainsi des organes spécialisés,
poumons et trachées qui leur permettent de respirer. On dit qu'ils ont une respiration aérienne. Alors voilà pour la respiration aérienne. On va continuer à généraliser, hein. C'est important en science de ne pas se limiter à un exemple. C'est pas parce qu'on a étudié un animal vivant en milieu aérien que d'office on peut généraliser à l'ensemble du règne. Là, on va faire la même chose pour respirer dans l'eau. Tous les êtres vivants respirent. Tous absorbent du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone. Les hommes, mais aussi les plantes et les animaux. Mais quand on est dans l'eau, respirer est nettement moins facile. Quand elles respirent, ces truites ne font pas de bulles, car le dioxygène qui est présent dans l'eau n'est pas sous forme gazeuse. Ce sont les branchies qui jouent le rôle des poumons. Chez la truite, les branchies sont des organes rouges vifs situés de chaque côté de la tête. Chaque branchie est portée par un os en forme d'arc. Elle possède plusieurs dizaines de filaments très fins, les lames branchiales, dont la couleur est due à l'importance de l'irrigation sanguine. C'est ici que le dioxygène passe dans le sang et que le dioxyde de carbone est évacué. La bouche s'ouvre pour faire entrer l'eau, c'est l'aspiration. Après passage dans les branchies, l'eau est évacuée au niveau des opercules en arrière de la tête. Mais respirer dans l'eau reste compliqué, car l'eau contient très peu de dioxygène. Et un poisson doit dépenser environ 30% de son énergie pour arriver à respirer. C'est pourquoi certains animaux, dont le milieu de vie est aquatique, remontent à la surface et ont une respiration aérienne. Cette argyronète est une araignée qui emporte avec elle une bulle d'air qui lui suffit pour respirer sans se fatiguer pendant plusieurs jours. Donc voilà, dernier point de généralisation, la présence des mouvements respiratoires des animaux dans l'air et dans l'eau. En effet, que vous soyez au contact de l'eau ou de l'air, si vous renouvelez pas l'air qui est au contact de vos surfaces respiratoires, eh bien au bout d'un moment, vous aurez prélevé tout le dioxygène, vous aurez énormément enrichi ce fluide externe en dioxyde de carbone. C'est ce qui se passe quand quelqu'un met un sac plastique sur la tête, par exemple. Donc l'importance de pouvoir renouveler l'air ou l'eau au contact des surfaces respiratoires. Enfin, il nous reste à parler des végétaux. Donc, vous reconnaissez ce dispositif expérimental. Là encore, remarque, il manque le témoin. C'est pour ça que je vous ai mis en bas une critique à formuler. Encore une fois, il faut toujours les deux dispositifs. Et on a pris une endive et on voit qu'au fur et à mesure du temps, la teneur en dioxygène dans l'enceinte diminue. Si on mettait du dioxyde de carbone, on verrait également qu'au bout d'un certain temps, le dioxyde de carbone se trouble. Donc les végétaux échangent des gaz avec leur milieu de vie, comme les animaux, mais ils ne possèdent pas d'organes respiratoires. C'est une différence importante. Les échanges vont se faire avec des petits orifices qu'on appelle des stomates, qui sont disposés au niveau de l'épiderme qui recouvre des feuilles. Donc si on les regarde au microscope, on voit que chaque stomate possède une ouverture, qu'on appelle ici l'ostiole, qui peut s'ouvrir ou se fermer en fonction des besoins d'échange avec l'environnement.
On va continuer la généralisation. Que l'on regarde grenouilles, souris, criquets, vers de terre, asticots, endives, chou-fleurs, etc., etc., on voit que dans tous les cas, l'eau de chaux se trouble et on voit que dans tous les cas, la teneur en dioxygène diminue. Par rapport à tout à l'heure, critique à formuler, cette fois-ci, on a bien dans les dispositifs expérimentaux la présence du témoin, dans tous les cas. Et on a également dans le résultat le fait que, en l'absence d'êtres vivants, il n'y a pas de modification du pourcentage de dioxygène présent dans l'air et que l'eau de chaux reste limpide. Donc, toutes les formes de vie sur Terre respirent. Donc, structuration et conclusion. L'homme, il vit sur Terre, sa respiration est aérienne. Il respire grâce à des poumons et en réalisant des mouvements respiratoires. Ces mouvements respiratoires assurent le renouvellement de l'air au contact de ses poumons, de telle sorte à conserver une teneur importante en dioxygène. Au niveau de ses organes respiratoires, les échanges respiratoires se réalisent avec son sang. Ses poumons sont donc des surfaces d'échange, et pour lui respirer, c'est puiser du dioxygène dans l'air. Ce dioxygène va dans ses cellules qui composent ses organes par l'intermédiaire du sang qui peut le transporter. Le sang peut aussi transporter le dioxyde de carbone, produit au niveau des cellules et rejeté par les poumons. À l'intérieur de ces cellules s'effectue la respiration cellulaire qui produit de l'énergie. Respirer lui permet ainsi de faire fonctionner les différentes cellules qui composent ces organes de son corps grâce à la production d'énergie. Donc, à partir du texte que vous venez de voir, qui était vraiment fait pour l'homme, voilà, je vous invite à essayer de produire le même type de texte qui soit valable pour les poissons, les grenouilles, les insectes et les plantes. Donc, essayez d'identifier les invariants, les points communs, et d'identifier également les différences qu'on vient de voir dans ce module. Voilà, j'imagine que ça va être compliqué de travailler par groupe, mais vous mettez pause sur la vidéo et vous prenez le temps d'y réfléchir un petit peu. Vous auriez pu donc aboutir à ce type de texte: les végétaux et les animaux respirent. Ils absorbent du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone. Ils réalisent ainsi des échanges respiratoires. Un animal terrestre effectue ces échanges de gaz avec l'air, qui est un mélange de gaz, par l'intermédiaire d'organes respiratoires, soit des poumons, comme chez l'homme, le lapin, l'ensemble des mammifères, soit des trachées, comme chez les insectes. Sa respiration est donc aérienne. Un animal qui vit dans l'eau comme le poisson effectue ces échanges de gaz avec l'eau qui contient des gaz dissous par l'intermédiaire d'organes respiratoires appelés branchies. Sa respiration est dite aquatique. Les animaux, qu'ils soient aériens ou aquatiques, effectuent des mouvements respiratoires qui assurent le renouvellement de l'air ou de l'eau au contact de leurs organes respiratoires, de telle sorte à conserver une teneur importante en dioxygène. Dans l'air, les mouvements respiratoires permettent l'entrée d'air à l'inspiration dans les organes respiratoires et la sortie d'air à l'expiration des organes respiratoires. Dans l'eau, les mouvements respiratoires entretiennent un courant d'eau permanent au contact des branchies, favorisant le prélèvement de dioxygène dans l'eau. Enfin, certains animaux aquatiques possèdent des poumons ou des trachées. Ils doivent venir respirer à la surface de l'eau. Leur milieu de respiration n'est donc pas leur milieu de vie. D'autres animaux respirent par la peau, c'est le cas par exemple de la grenouille qui a des poumons mais aussi une respiration cutanée, ou du lombric. La respiration des végétaux se fait aussi par absorption de dioxygène dans le milieu de vie et de rejet de dioxyde de carbone, mais ils ne possèdent pas d'organes respiratoires. Les échanges se font grâce à de petits orifices appelés stomates. Chaque stomate possède une ouverture, l'ostiole, qui peut s'ouvrir et se fermer suivant les conditions de luminosité et de température. La diversité des organes respiratoires et des comportements respiratoires permet aux êtres vivants d'occuper différents milieux de vie.